Alors, bonjour à tous. Vous êtes tous en train de vous connecter. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vais faire une petite introduction. Bienvenue au quatrième webinaire de la pépinière Espace Collectif. Mon nom est Isabelle, je suis responsable des communications à la pépinière. Si vous avez des questions pendant cette conférence, n'hésitez pas à les poser via le chat en bas. Vous pouvez également me contacter après le webinaire par courriel. Mon courriel est dans l'invitation Eventbrite. Le thème aujourd'hui que nous allons aborder est comment les entreprises peuvent-elles participer à la relance de nos communautés. Cette conférence vous est offerte dans le cadre du guichet d'initiative rendu possible grâce au soutien de la ville de Montréal. Aujourd'hui, pour parler de ce thème, nous allons avoir 3 intervenants. Tout d'abord, Maxime Bragoli, qui est co-directeur général de la pépinière Espace Collectif. Roxane Valour, qui est conseillère communication chez Desjardins Caisse Cœur de Lille. Et Maryse Lemay, conseillère principale développement durable et engagement communautaire chez Énergir. Ce webinaire sera d'une durée d'environ 1 heure et sera enregistré puis partagé sur nos différentes plateformes, donc sur les réseaux sociaux et notre site web. Nous allons d'abord commencer par les présentations de nos panélistes, puis ensuite nous allons ouvrir une période de questions-réponses. Comme ce Zoom est en format webinaire, en fin de compte, vous ne pouvez pas ouvrir vos caméras ou vos micros. Il va falloir me faire signe si vous avez une question à poser. Et donc là, je pourrai ouvrir vos micros et vous laisser la parole. Il y a encore des participants qui arrivent, mais on va pouvoir commencer déjà les présentations. Je vais donner la parole tout d'abord à Maxime Bragoli, qui est le co-directeur et cofondateur de la pépinière Espace Collectif. Merci Isabelle. Alors, je vais partager mon écran. Alors, dis-moi si ça fonctionne. Isabelle? Pour l'instant, il n'y a pas ton écran. C'est bon. OK. Est-ce qu'on attend un petit 30 secondes? On y va, puis... Tu peux y aller. OK. J'y vais. Bon, c'est toujours drôle de parler à un ordinateur pour faire une présentation. C'est sûr qu'en personne, c'est toujours plus chaleureux, mais j'y vais. Alors, génial, je suis très content que vous soyez là. J'ai aucune idée combien de personnes qui... Isabelle, jusqu'à date, on a combien de participants? Il va y avoir une centaine de participants. Parfait. Alors, je me lance. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est quand même un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui avec la COVID. Comment que les entreprises peuvent contribuer à avoir des cœurs de quartier en vie, vivants. À chaque année, la Ville de Montréal investit plus de 50 millions de dollars dans la réalisation de nouveaux parcs, de nouveaux équipements. C'est quand même un montant qui est conséquent, mais il faut se dire que cet argent permet à la base de faire des équipements, pas toujours de les entretenir. Il y a, avec la COVID, on s'est rendu compte de l'importance des parcs. Ça a été un sujet d'actualité, puis c'est peut-être un des équipements dans nos communautés qui a été le plus sous-estimé dans les derniers budgets, mais je pense qu'en 2021, tout le monde est d'accord pour dire que ces équipements sont essentiels à notre communauté et à notre bien-être collectif. Alors aujourd'hui, on va parler d'espace public et des entreprises, puis comment travailler ensemble pour une relance. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur Google Street View, mais c'est le parc de mon quartier. Parc qui est quand même assez génial parce qu'il y a beaucoup d'équipements, mais on peut se rendre compte qu'il se fait vieux. Vous pouvez voir, le chalet n'est même plus ouvert au public. La toiture est vieille. Ça va demander des coûts quand même importants pour rénover ce parc. Mais avec toutes les autres priorités, les autres parcs, les autres budgets, je ne sais pas si le 50 millions va suffire à rénover tous les parcs de Montréal puis d'avoir des parcs qui soient beaux, bien entretenus puis vivants. Il faut se le dire, pour avoir un parc qui est en espace public qui fonctionne bien, il faut 2 composantes.
à la base. On va parler d'infrastructure de base, la base, si on veut, permanente, mais aussi le quotidien du lieu. Ces deux éléments, quand on les compose, on les joint ensemble, on va faire en sorte que c'est un équipement qui va être super génial et qui va servir son besoin au niveau de la communauté. Quelques exemples de composantes qui peuvent aider au quotidien du lieu: des halles de marché, une patinoire, des aires de jeu, une serre, un jardin, une scène, du mobilier urbain. Les parcs ont un rôle à jouer, c'est certain, mais si on n'a pas l'argent pour les entretenir, on va finir comme mon parc de quartier, un parc qui va être un petit peu oublié, délaissé, et cet désinvestissement a été critiqué par l'urbaniste Jane Jacob. C'est bien de faire des choses, mais il faut vraiment se donner les moyens pour les garder en opération. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est comment on peut mobiliser les citoyens corporatifs pour avoir une relance économique et des communautés en santé. Je vais partir sur 4 trames de fond au niveau des entreprises. Les entreprises, dans leur marketing, vont beaucoup parler de B2B, B2C, business to business ou business to consumer. Est-ce qu'on vise des entreprises ou notre produit vise un client? Mais on voit de plus en plus que cette terminologie se transforme et on assiste de plus en plus à des nouveaux concepts, des concepts qui seraient business to territory, fait qu'un business à une communauté. Comment une entreprise, au-delà de simplement aller chercher des produits dans une communauté et les vendre dans une autre, peut contribuer à l'essor de cette communauté et devenir un acteur qui fait du sens et qui voit la pérennité de cette organisation, la pérennité de cette communauté comme une partie intégrante de son succès à long terme. On parle aussi de G2C, Government to Citizens. C'est l'idée où les gouvernements sont de plus en plus dans une posture de service et cherchent à comprendre davantage les besoins des communautés. Mais on voit que les gouvernements s'associent avec des partenariats privés pour fournir des services de qualité aux citoyens avec des outils de communication plus adaptés, mais aussi avec des plateformes et des échanges qui sont plus, si on veut, participatifs. Une autre tendance que je tiens à amener dans cette discussion, c'est Objectifs de développement durable, les ODD, 17 objectifs établis par les Nations unies pour un agenda futur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces 17 objectifs. C'est quand même un agenda colossal avec des objectifs quand même structurants mais audacieux. Et aujourd'hui, je vais vous amener un peu plus sur le 11e objectif qui est vraiment les villes. Les villes, c'est le temps d'y repenser. La COVID n'a juste qu'à accélérer cet besoin pour avoir des villes et des communautés durables. L'enjeu est sauver l'économie, mais aussi le tissu social. Si on veut une communauté en santé, il va falloir travailler sur une relance. Et dans l'objectif numéro 11, il parle beaucoup d'un transfert de responsabilité qui passerait d'un gouvernement qui serait plus fédéral à des communautés puis des administrations locales pour éventuellement développer des solutions communautaires efficaces qui sont beaucoup plus ponctuées et ciblées aux besoins du quartier. Alors, je vous ramène avec les espaces publics. On croit à la pépinière que c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup aider les communautés à se relancer dans cette situation de crise. Dernière tendance de fond, la responsabilité sociale des entreprises, RSE, en anglais Social Corporate Responsibilities, qui est un des piliers, si on veut, des entreprises de demain. De plus en plus d'entreprises constatent qu'ils ont un rôle à jouer dans leur communauté et elles se trament, si on veut, sur 5 pôles. Le premier, c'est les employés, comment leur environnement autour de leur contexte de travail, mais en général, les clients, leurs actionnaires et la société, la communauté dans laquelle ils s'inscrivent. On est très loin de la priorité des entreprises de maximiser la richesse des actionnaires. On a une vue beaucoup plus holistique. Puis je pense que 2021 et la COVID vraiment marquent un tournant au niveau de cette réflexion.
La BDC et le gouvernement du Canada, je vous invite à regarder davantage cette mouvance qui est quand même la mouvance de fond que je vais explorer avec vous à ce moment. Les avantages de la RSE, ben, c'est sûr qu'on parle d'image de marque. Une communauté qui voit un citoyen corporatif s'engager, ben, il va avoir une meilleure image, il va avoir un engagement au niveau de ses employés, puis il va avoir un sentiment de fierté de ses employés envers l'engagement de son employeur avec sa communauté. Finalement, il y a un autre point aussi. Il y a une étude qui a été faite par BySlice, un blog. 87% des gens qui avaient été consultés préféraient se tourner vers des entreprises qui avaient une responsabilité sociale engagée. Je prends par exemple Mountain Co-op qui démontre très bien leur parcours et cherche à aller dans cette direction. Des certifications, B Corp, ISO 26000, c'est des certifications internationales qui ont des cadres, des structures et des procédures au niveau de la régularisation des RSE. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise a un programme de RSE qui est nécessairement ISO et inversement, les entreprises ISO 26000 sont très compliquées et sont souvent destinées pour des entreprises cotées en bourse. En France, les entreprises qui sont cotées en bourse ont un devoir de RSE. Les entreprises peuvent s'impliquer dans leur communauté à l'échelle locale à niveau d'un projet. Fait que je vais vous donner quelques exemples de projets. Projet à Cascade, à Candiac, Cascade qui fait un don de 500 000 $ pour le 60e anniversaire de la ville afin de construire un équipement, une scène, grande scène qui peut accueillir jusqu'à 5 000 personnes. Belvédère très intéressant sur le bord de l'eau. Investissement de Vans, qui, je pense que c'est 5 millions de dollars dans leur programme Park Series, qui ont fait un programme de skatodrome au Parc olympique de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tables à pique-nique, choix du président, 22 tables, 25 tables, non, 19 tables. Oui, c'est ça. Chacun des arrondissements se sont fait remettre une table designée par des designers montréalais. Au total, l'investissement de choix du président, c'était 200 000 $. OK, on parle d'exemples précis avec des lieux spécifiques, mais il y a aussi une approche qui peut être plus holistique avec des programmes. Je pense au programme Hockeyville, tournée, concours, si on veut, où à chaque année, depuis 15 ans, Hockeyville donne 250 000 $ à une communauté pour taper leur aréna, puis éventuellement avoir un match du Canadien. Un match de la LNH, pardon. Une autre organisation qui finance la pépinière, mais qui a une implication communautaire très bien, c'est le Port de Montréal. Le Port de Montréal s'engage à avoir une mission d'accompagner les organisations qui ont une vocation maritime ou qui sont le long des berges. Un autre beau projet, le projet des patinoires bleu, blanc, rouge. Avec le réchauffement climatique, on s'entend que c'est de plus en plus difficile d'avoir des patinoires durant l'hiver. Les périodes chaud-froid font que la saison hivernale est difficile. Le coût pour avoir des patinoires réfrigérées est très élevé. La majorité des municipalités ne sont pas capables de financer le 2 ou 3 millions que peut coûter une infrastructure de la sorte. Alors, les Canadiens de Montréal, la Fondation des Canadiens de Montréal ont fait ce programme qui marche très bien. Je vous encourage à visiter leur patinoire. Alors, je vais finir avec 5 conseils pour réussir une intervention. Je pense qu'à la base, une bonne mobilisation, puis connaître les intervenants du quartier dans lequel vous voulez vous inscrire, c'est très important. La forme aussi des mobilisations va avoir un impact parce que ça ne veut pas toujours dire que les gens qui vont utiliser les infrastructures auxquelles vous allez contribuer sont en mesure de s'exprimer dans les moments où vous voulez avoir les informations. Un autre point, il faut voir cette relation sur une relation long terme.
faut établir des relations et des liens avec la communauté sur une base de confiance. On maintient le dialogue, mais aussi il faut respecter les engagements. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Les investissements ou les engagements, il y a beaucoup de choses qui changent. On voit avec la COVID, il faut être résilient au niveau des différentes intentions, mais une implication demande quand même de chercher à bâtir cette confiance. Et cette confiance, si les engagements ne sont pas respectés, c'est sûr que ça va faire pire que l'idée initiale de s'impliquer dans la communauté. Un autre élément, c'est toujours intéressant de communiquer vos accomplissements. N'ayez pas peur, la capacité de rejoindre les gens qui sont intéressés par vos actions de RSE sont bienveillantes. Il y a plusieurs façons, le site web, les médias sociaux, ou un rapport imprimé, c'est toujours intéressant. Mais il y avait Timberland qui fait des vêtements qui, eux, chacun de leur package, ils marquent un peu l'empreinte écologique ou l'impact de leur projet, de leur compagnie à l'échelle globale. Finalement, mesurer. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident de pouvoir mesurer les éléments, mais vous définissez les éléments de mesure que vous croyez justes, puis sur une période définie, à la fin, vous voyez si vous atteignez ces objectifs. Alors, patience, confiance, pertinence, puis authenticité sont les mots, si on veut, d'une belle relation en RSE. Et éventuellement, si les entreprises réussissent à combler et à ralentir le cycle de désinvestissement des villes au niveau des équipements, je pense qu'on va avoir une sortie de crise qui va être très rapide et très structurante pour tous. Alors, merci beaucoup. Merci Maxime. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent déjà à poser des questions. Juste vous rappeler que j'ouvrirai la période de questions-réponses après la fin des présentations. Donc, vous pourrez relever votre main à ce moment-là. Donc, encore une fois, merci Maxime. Puis, je vais donner maintenant la parole à Roxane, conseillère communication à la Caisse des Jardins du Cœur de Lille. Tu me laisses savoir quand je démarre la vidéo. Oui, en fait, bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous. Isabelle m'a présentée. Je suis conseillère à la Caisse des Jardins du Cœur de Lille depuis le mois de juillet 2020, mais pour le mouvement des jardins depuis les 8 dernières années. Alors, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, de ne pas vous voir, mais en fait d'être avec vous et de vous entretenir aujourd'hui sur notre engagement dans le milieu au niveau de la Caisse, mais aussi faire un petit portrait global pour Desjardins. Mais avant de débuter, j'aimerais que vous présentiez une petite courte vidéo de notre distinction coopérative en guise d'introduction. Le Fonds d'aide au développement du milieu, c'est notre fonds qui nous permet d'investir dans des projets collectifs pour aider la communauté. C'est d'aider les organismes, justement, qui offrent des services à pouvoir le faire. C'est de les aider financièrement, mais c'est de les aider aussi par l'implication des administrateurs, des employés. Oui. On est en train de finir la tartinade, de la chauffer avant de l'emporter. La mission de la Caisse, c'est d'enrichir la vie des membres et des collectivités. Les employés, les gestionnaires et les administrateurs de la Caisse, nous sommes très heureux de faire du bénévolat dans la semaine de la coopération. Ils ont amené une super énergie, honnêtement, c'était vraiment le fun. J'ai eu du plaisir avec eux. L'impact sur les membres, sur notre nouvelle approche dynamique, justement, que nous permet nos nouveaux locaux, c'est d'être capable d'accueillir nos membres comme on accueille la visite. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent chez eux. Le Gin Espace, c'est un lieu où on peut faire une rencontre plus informelle avec nos membres. Desjardins, la Caisse du Cœur de Lille, on doit continuer à être en évolution avec ces changements-là et s'adapter pour être sûr de donner un excellent service à nos membres. La Caisse du Cœur de Lille, c'est plus qu'une institution financière. C'est un groupe de personnes qui s'impliquent pour enrichir la vie des membres et des collectivités. Et c'est ce qui fait la différence
entre la coopérative et d'autres institutions financières. Je voudrais remercier aujourd'hui les gens de la Caisse qui sont venus. Vous faites vraiment une différence pour les artistes et pour la communauté. Alors voilà, je ne sais pas, Isabelle, si tu veux diffuser la première planche de la présentation. Donc, en fait, vous venez de voir notre directeur général de la Caisse, M. Jean-Pierre Quentin, ainsi que quelques administrateurs qui ont présenté de façon sommaire et très imagée là, notre engagement dans le milieu, mais voyons un petit peu plus en détail ce que ça signifie. Donc, pour faire un retour rapide au niveau du mouvement Desjardins, donc sur la planche suivante, en fait, depuis sa fondation, le mouvement Desjardins contribue vraiment au développement socio-économique des communautés. Il a permis à de nombreux membres et clients de réaliser leurs rêves et leurs projets d'entreprise. Donc, les caisses ont donné un élan au dynamisme des communautés dans les localités où elles ont vu le jour. Puis, c'est au fil du temps que les caisses ont pu accroître leur soutien au développement des personnes, notamment par l'éducation, afin de renforcer leur capacité d'action et de prise en charge. Donc, conscient de la force de la solidarité, Desjardins a aussi soutenu des initiatives collectives qui répondaient notamment aux besoins des membres. Donc, aujourd'hui encore, les caisses soutiennent les membres particuliers, les membres entreprises dans la réussite de leurs projets. Et on appuie aussi un grand nombre d'organismes et d'institutions qui jouent vraiment un rôle essentiel auprès de la population et qui contribuent vraiment de manière structurante au développement durable de la société. Donc, par rapport à ça, sa raison d'être, c'est vraiment d'enrichir la vie des personnes et des collectivités, comme on l'a mentionné. C'est vraiment la raison d'être de Desjardins en tant que grand groupe financier coopératif. Donc, une coopérative existe avant tout pour répondre aux besoins de ses membres. Enrichir la vie des personnes, ce que ça veut dire, c'est d'abord de veiller aux intérêts individuels des 7 millions de membres et clients, mais c'est d'offrir des produits et services qui vont répondre à leurs besoins puis leur permettre d'atteindre ou de maintenir leur autonomie financière. Au niveau des communautés, c'est aussi enrichir la vie des personnes, mais en soutenant des projets, des services collectifs qui vont contribuer à répondre à des besoins individuels tout en dotant la communauté de services dont tous peuvent bénéficier en fait. Donc, c'est également contribuer au dynamisme des communautés où vivent et évoluent directement nos membres. Pour, en fait, mettre en valeur sa raison d'être, le mouvement déploie plusieurs programmes. Donc, je vais vous en énumérer quelques-uns. On a, entre autres, le Fonds du Grand Mouvement qui vise à soutenir un développement régional et la relance socio-économique dans des projets qui partagent les priorités des milieux, notamment la jeunesse, le développement durable, l'entrepreneuriat. On a également le Fonds C, qui est une aide financière pour soutenir la croissance des entreprises, que ce soit pour valoriser l'innovation, accélérer leur transformation numérique ou même investir dans des équipements éco-énergétiques. Du cœur à l'achat, ça, c'est un programme de financement participatif, dans le fond, qui vise à stimuler l'économie locale grâce à la participation citoyenne. Donc, ça a été mis de l'avant en collaboration avec la Ruche pour relancer un peu la participation au niveau de la relance économique. La Fondation Desjardins qui octroie notamment des bourses d'études à des étudiants au collégial et à l'université, ainsi qu'à des projets, dans le fond, dans les écoles primaires et secondaires. On a énormément aussi de nombreuses mesures d'allègement qui ont été déployées pour les membres et les clients, autant pour particuliers et entreprises. Et finalement, notre engagement propre aux caisses, dans le fond, le Fonds d'aide au développement du milieu, c'est vraiment notre levier financier principal. Donc, c'est de celui-ci que j'aimerais vous parler. Donc, sur la prochaine planche, en fait, le Fonds d'aide au développement du milieu, là, ça ne date pas d'hier. C'est vraiment, sans contredit, un levier qui est puissant. C'est un outil de développement des communautés unique à Desjardins. Donc, le FADM s'est rendu possible grâce aux excédents annuels de la Caisse. Puis, on appelle ça aussi la ristourne collective. Donc, c'est l'Assemblée générale annuelle des membres qui statue sur la répartition des excédents et qui décide donc d'alimenter le fonds d'aide. Ce que ça signifie, en gros, c'est que les membres renoncent à une partie des ristournes individuelles afin de contribuer, dans le fond, au développement de la communauté. Les investissements du FADM, ils ont un levier déterminant
pour des nombreux projets. Ça vise à soutenir des projets structurants qui rassemblent différents acteurs autour des objectifs communs. Donc, il faut que ça ait un impact à long terme au sein de la communauté dans différents secteurs d'activité, tels que, bon, comme vous voyez, la réussite éducative, les sports, œuvres humanitaires, environnement, santé, saines habitudes, entrepreneuriat, ou même tout autre enjeu de développement là, de chaque communauté. Donc, c'est d'ailleurs, c'est ça qui explique que les membres, les partenaires de la communauté participent à l'identification des priorités d'investissement du FADM. Puis, il y a différents moyens qui sont envisagés pour impliquer les membres et obtenir le portrait de leurs besoins, notamment les administrateurs qui sont impliqués dans le milieu, qui participent à des comités auprès de différents organismes. Il y a des consultations des membres qui sont faites, par exemple, lors de l'Assemblée générale annuelle ou lors de groupes de discussion, la participation à des événements où il y a des partenaires comme les tables de concertation qui permettent vraiment d'assurer une cohérence, dans le fond, des priorités avec les besoins qui sont identifiés. Pour les demandes, dans le fond, de soutien financier qui sont déposées aux caisses, bien ça, c'est fait tout au long de l'année ou lors d'appels de projets spécifiques. Donc, les principaux, dans le fond, critères à respecter sont principalement que l'organisme doit être membre de Desjardins et déposer sa demande à la caisse mère avec laquelle il fait affaire en premier lieu. L'organisme doit aussi réaliser son projet structurant ou ses activités sur le territoire de la caisse ou doit répondre à un besoin collectif pour un plus grand nombre de personnes possible. Donc, si le projet dépasserait, par exemple, un territoire de la caisse mère, bien, le soutien pourrait être octroyé en collaboration avec d'autres caisses. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la force de l'intercoopération entre les caisses. Donc, bien, en plus des projets du jardin urbain de la Pépinière qui s'en vient, là, je ne sais pas si je suis en train de faire un Q, mais bref, la Pépinière a été lauréat de notre tout premier appel de projet en 2019-2020. Puis la Caisse soutient en fait ce projet-là, mais soutient également plusieurs autres projets de verdissement ou de développement ou d'amélioration d'espaces collectifs. Donc, entre autres, je peux vous donner quelques petits exemples. Inauguration d'une cour verte pour une école primaire du quartier, de l'instauration de bacs à fleurs et de l'aménagement en collaboration, dans le fond, avec l'organisme de participation des parents. Sinon, sur la prochaine slide, on avait l'inauguration de l'espace collectif Les Dents Creuses qui a été faite en 2018. Donc, c'était une démarche d'urbanisme participatif. Donc, ça, c'est un autre des projets qu'on a soutenus. Sinon, l'inauguration de la terrasse verte Patrouille Prévost, donc des jeunes qui participaient à un projet, qui ont pu initier au modèle coopératif. Puis, il y a eu toute une zone qui a été élaborée pour faire des rencontres, des découvertes ou de l'agriculture urbaine. Donc, c'est des petits projets comme ça qu'on peut soutenir. Aussi, le mur végétal de la promenade Masson, en fait, qui verra le jour ce printemps. À cause de la COVID, il y a eu quelques retards, mais ça, ce n'est pas la photo originale parce que le projet n'est pas encore mis en place, mais bientôt, la promenade Masson va réaliser une murale végétale qui va s'accompagner d'un volet vraiment éducatif en agriculture urbaine. Puis, on est vraiment fiers d'appuyer ce projet-là. Aussi, il y a le Fonds d'aide au développement du milieu, mais il y a aussi l'aspect dons et commandites. Donc, les dons et commandites sont des leviers dont dispose la Caisse pour réaliser vraiment sa mission, un peu plus de développement des affaires, de renforcement d'image de marque. Il s'agit vraiment d'un aspect essentiel pour le positionnement de l'entreprise. Donc, l'octroi des dons commandites va être en cohérence avec les priorités d'affaires, dans le fond, de la Caisse. Donc, on a commandité quelques projets. Je peux vous donner deux projets principaux là, qui me viennent en tête au niveau d'espace collectif. Donc, on a commandité le cinéma sous les étoiles qu'on fait depuis quelques années d'ailleurs. C'est du cinéma qui se fait dans les parcs de notre quartier. Mais là, en 2020, ça n'a pas eu lieu malheureusement. Ça a été une version virtuelle. Et un autre projet aussi, première édition du marché de Noël Jean Talon, dans le fond, qu'on a soutenu cette année, qui a été quand même un franc succès malgré les mesures de distanciation. Donc, on est vraiment fiers de soutenir des projets de ce genre-là. Sinon, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Si jamais vous avez un projet où vous souhaitez déposer une demande, la marche à suivre est simple. C'est vraiment, il faut que vous vous rendiez sur le site de la caisse mère de l'organisme ou de l'entreprise
pour valider si, premièrement, bon, ils ont un formulaire pour remplir la demande de soutien financier. Nous, dans notre cas, c'est sur le site de la Caisse dans la section engagement dans la communauté. Il faut tout simplement remplir le formulaire de demande et joindre en fait les documents exigés. Puis il faut prévoir un délai d'environ 4 à 6 semaines pour l'évaluation de la demande, la présentation à notre comité FADM. Puis par la suite, bien, on peut voir avec vous ce qui est possible de faire là, pour le soutien de votre projet. Donc, évidemment, je vous invite à me contacter si jamais vous avez des questions ou si vous avez peu importe quoi, là, on est là pour vous répondre à vos questions. Puis, Roxane, j'imagine que c'est donc toutes les caisses des jardins qui offrent le même type de programme, hein, parce qu'on a beaucoup de participants qui sont hors de Montréal aussi, puis s'ils sont intéressés, il faut juste qu'ils aillent sur le site. Faut s'adresser à la caisse, en fait, avec laquelle l'organisme fait affaire. Je ne dis pas que c'est toutes les caisses qui ont un fonds d'aide au développement du milieu. Il y en a qui ont des enveloppes un peu moins grandes. Il y en a qui ont des enveloppes un peu plus grandes. Donc, ça dépend. Il faut vraiment s'informer à la caisse. Puis, sinon, il y a d'autres programmes là, qui existent. Là. Parfait. Ben, merci beaucoup, Roxane. Ça me fait plaisir. Puis, on va passer maintenant à Marie chez Énergir, qui est aussi un exemple d'entreprise qui s'implique dans la communauté. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de me joindre à vous pour participer à la discussion. J'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'est-ce que Desjardins fait au sein de la communauté. Alors, de mon côté, je vais vous présenter la vision d'Énergir en termes plus d'impact social. Donc, Énergir, on est une entreprise du secteur énergétique. On est un distributeur gazier qui s'est, au fil des temps, transformé et diversifié. Donc, on est présent aussi là, dans des segments de marché au niveau des énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, le solaire, le gaz naturel renouvelable qu'on produit à partir de matières organiques. Et même dans le nord-est des États-Unis, là, avec les barrages hydroélectriques. Donc, je vous présente, je vous partage mon écran pour la suite des choses. Et voilà. Donc, ce que je vous propose comme déroulement, c'est plus de se concentrer sur notre impact social, puis également, dans un deuxième temps, de vous parler des initiatives qu'on a mises en place dans le cadre de la crise de la COVID-19. Donc, des initiatives qui sont nées plus récemment, là, à la naissance là, de la pandémie. Donc, je vais aborder des choses plus sociales au sens large, mais ça s'applique évidemment là, aux espaces publics ou à l'aménagement d'espaces urbains. Alors, notre impact social, c'est un aspect important de notre responsabilité sociale, de notre grande démarche de développement durable. Je vous le présente en fonction de nos 4 principes directeurs qui sont en fait le reflet des valeurs d'Énergir. Le premier, c'est la proximité. Les problématiques de notre quartier ont toujours fortement orienté notre impact social. Notre siège social, nous, il est situé à la limite entre quartier Centre-Sud puis Hochelaga-Maisonneuve. Donc, un quartier qui a ses enjeux, qui a une forte population vulnérable, donc un milieu sensible. Donc, ça a toujours influencé grandement notre implication dans la communauté. Si on pense au quartier Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, le taux de décrochage scolaire, c'est 27 chez les jeunes du secondaire, en comparaison à 18 pour la moyenne à Montréal. Donc, c'est une des causes pour lesquelles on travaille, dans lesquelles on s'implique beaucoup, la persévérance scolaire, parce que ça touche concrètement notre milieu de vie. On s'assure aussi avec ce principe directeur d'être en adéquation avec les besoins sociaux, donc que ça réponde aux besoins des organismes qui nous entourent. On est présent, oui, par notre siège social à Montréal, mais on est aussi présent à travers nos 9 bureaux d'affaires au Québec, puis on applique le même schéma de pensée aussi localement. Pour vous illustrer l'impact de la proximité, plus justement dans un exemple qui touche l'espace public, je voulais vous présenter le projet de la serre communautaire Émilie de Witt dans Centre-Sud.
c'est pour nous aussi, comme un des exemples que Maxime a présenté, un leg qu'on a mis en place dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Donc, la serre que vous voyez dans l'image centrale a été raccordée au réseau gazier, donc est chauffée. Elle peut être utilisée à l'année et elle est utilisée par un projet qui s'appelle le Quartier nourricier, qui est l'association de 12 organismes, une douzaine d'organismes communautaires du quartier qui se concentrent pour développer des actions collectives en alimentation dans le quartier Centre-Sud. Donc, c'est vraiment des actions de proximité, puis aussi de proximité de notre siège social. C'est vraiment à une rue d'où on est situé. Dans la serre, il y a des organismes qui vont cultiver différents types de fruits et légumes. Il y a notamment Sentier urbain qui est là, puis qui intègre des jeunes en réinsertion sociale. Il y en a qui en font la transformation. Il y a des cultures qui sont vendues au marché solidaire Frontenac ou à des restaurateurs du quartier, donc de façon à avoir des circuits ultra courts là, avec des livraisons en vélo. Il y a de la sensibilisation des ateliers qui sont donnés puis sont offerts aux citoyens du quartier. Il y a un jardin communautaire adjacent, là, juste derrière la serre. Puis, tout ça, ça se fait en collaboration, puis en collaboration également avec la Ville de Montréal et des entreprises privées comme Énergir qui se sont investies dans le projet et GTI McDonald qui a fourni une partie là, de son terrain pour le projet. Si on poursuit avec la collaboration, déjà, la serre communautaire aurait pu être utilisée aussi comme un exemple de collaboration parce que ça impliquait beaucoup de gens dans le quartier. Mais quand on pense à collaboration ici dans notre impact social, il y a un volet qui touche la mobilisation des employés. Puis ça aussi, Maxime, il l'a mentionné. Puis pour nous, on le voit, on sonde souvent nos employés sur pourquoi ils sont fiers de travailler chez Énergir. Puis dans le top 3, à chaque fois, les employés mentionnent qu'ils sont fiers de l'implication communautaire d'Énergir, donc de notre impact social dans la communauté. Donc, l'aspect mobilisation est une fierté, puis c'est définitivement intéressant pour nous. Et nos employés, on essaie aussi de les impliquer dans nos implications, justement dans nos engagements, que ce soit en mettant à profit leur expertise pour un projet ou pour un organisme, ou encore tout simplement comme citoyens bénévoles qui peuvent avoir une contribution dans la communauté, notamment quand on organise à chaque année une livraison de paniers de Noël qu'on va livrer avec nos camions là, dans les familles qui en ont besoin là, à proximité de nos bureaux. Sinon, il y a le volet collaboration avec le milieu qui est très important. Puis, un exemple qui illustre cette collaboration, c'est la création de l'organisme Ruelle de l'avenir. Ruelle de l'avenir, ce n'est pas une ruelle à proprement parler, là, ni une place publique, c'est un organisme qui est né d'une association entre le secteur des affaires, le secteur communautaire et le secteur scolaire au profit d'une cause, dans ce cas-ci, la persévérance scolaire. Donc, la différence ou l'élément un peu différent par rapport à ce projet-là, c'est plutôt que d'être un organisme qui fait une demande à une entreprise privée pour un don ou pour un soutien financier. Là, on s'est vraiment assis ensemble pour voir, dans notre quartier, il y a une problématique liée au décrochage. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour y remédier? Donc, on a créé cet organisme qui a un jardin sur le toit, une cour d'école qui a été remise à neuf, des locaux de radio, de sciences, de cinéma, de cuisine, où les jeunes peuvent apprendre différemment. Et grâce à cette association-là, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Puis oui, on a offert un soutien financier, mais on a aussi offert une expertise, notre réseau. Puis on contribue encore là. Parfois, c'est des choses aussi simples que de prêter des camions parce qu'ils ont besoin de monter des poches de compost sur le toit pour le jardin. Mais on est vraiment là pour les soutenir puis de poursuivre notre accompagnement dans le projet. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Les jeunes qui passent à Ruelle de l'avenir commencent le secondaire avec une meilleure estime d'eux-mêmes, plus confiance en eux et aussi avec des meilleures notes
par le simple fait d'être allé chercher des succès à travers des actions concrètes qui leur permettent d'apprendre le cursus scolaire officiel, mais de manière différente. On a d'autres exemples aussi de projets de collaboration dont je pourrais vous parler. Là. On verra à la fin, là, en fonction de la discussion, s'il y a des questions qui se portent là-dessus, je pourrais en faire mention. Si on poursuit avec nos principes directeurs, le troisième, c'est la lutte au changement climatique. Oui, on parlait d'impact social, mais ici, quand on veut parler de création de valeur partagée, il faut qu'on arrive à créer des projets qui soient gagnants, gagnants, gagnants. Donc, gagnants pour à la fois la société, l'environnement et à la fois pour l'économie. Ici, c'est sûr, nous, on est une entreprise du secteur énergétique. Donc, quand on peut parler d'énergie ou contribuer à faire connaître les différents types d'énergie dans nos partenariats, bien, on contribue aussi à l'atteinte d'objectifs d'affaires. Ce qui est intéressant pour une entreprise privée quand elle s'investit dans un projet communautaire. Évidemment, on travaille fort dans la lutte au changement climatique. On a un produit, le gaz naturel, qui a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre quand il est consommé par nos clients. Puis on a développé donc une vision sur l'horizon 2030-2050, qui est un peu notre feuille de route pour atteindre nos objectifs et devenir de plus en plus sobre en carbone. Donc, on a à travers ça différentes initiatives, puis on tient compte de la communauté dans notre façon d'implanter cette vision. Puis on intègre d'ailleurs les objectifs de développement durable de l'ONU, dont Maxime a fait mention. Donc, en termes d'aménagement de places publiques, en tant qu'expert énergétique, on a certainement un rôle à jouer. Puis, j'entendais la discussion que vous aviez eue lors d'un autre webinaire là, sur les places hivernales, puis l'idée de peut-être chauffer certains espaces avec des possibles participations d'Énergir ou d'Hydro-Québec. C'est sûr que quand on parle de chauffer l'extérieur, c'est pas top en termes d'efficacité énergétique, mais il y a quand même possibilité d'innovation. Puis j'avais une discussion récente avec un ingénieur chez nous, puis il me disait pourquoi pas penser différemment, puis utiliser des déviations de boucles de chauffage qui pourraient peut-être permettre d'avoir à l'extérieur des trottoirs chauffants ou des entrées de stationnement chauffants ou même peut-être des petits espaces publics à proximité de bâtiments. Puis juste pour vous expliquer brièvement comment ça pourrait se faire, parce que moi, je ne suis pas l'experte là-dedans, là, mais quand on a des bâtiments d'une certaine taille qui ont une chaudière qui permet de chauffer le bâtiment, il y a un tuyau de chauffage, d'eau chaude qui part de la chaudière une fois que ça a été réchauffé. Puis ça fait une boucle, hein, puis ça revient donc tiède à la chaudière pour lancer le cycle. Mais si on fait une déviation dans cette boucle, puis qu'on utilise les tuyaux, puis on les fait passer à l'extérieur pour utiliser, par exemple, en trottoir chauffant dans une entrée ou dans un petit sentier qui pourrait mener à une terrasse, l'eau revient plus froide à la chaudière et on vient en fait augmenter l'efficacité énergétique de la chaudière, qu'elle devient plus efficace parce que l'eau revient plus froide et en même temps, on a permis d'avoir un aménagement extérieur plus intéressant. Donc ça, c'est une idée d'innovation qu'il faudrait explorer, mais clairement, avec notre expertise, on peut participer à ce genre d'idéation puis d'amélioration d'espaces publics. Donc, lutte au changement climatique, innovation, j'en ai parlé un peu dans le même exemple, c'est interrelié. C'est un de nos principes directeurs aussi parce que ça peut permettre un effet de levier. Puis, évidemment, dans notre vision 2030-2050, il y a tout un pan là, qui porte sur l'innovation. Puis, on veut développer dans notre modèle d'affaires d'autres possibilités, d'autres types d'énergie. On explore des choses notamment avec l'hydrogène. Donc, vraiment un aspect intéressant. Puis, vous voyez dans la photo notre ami Digesto, qui est une installation permanente qui a été mise en place au Centre des sciences pour les jeunes, qui leur permet de voir que la matière organique, comme les cœurs de pommes, la bouse de vache et les résidus agricoles, peut être transformée en énergie. Et ça, c'est présenté là, de manière ludique.
Donc, ça fait le tour de nos principes directeurs, là, donc globalement un peu ce à quoi peut ressembler notre impact social. Maintenant, je vous amène plus en lien avec la pandémie. Donc, l'impact de la crise sanitaire dans notre impact social. Là, je ne parle pas ici de nos activités ou de nos opérations, mais plus comment est-ce qu'on aide les clients et la communauté. Clairement, la crise ça a eu un impact important sur notre manière de penser. Puis, au-delà là, des ajustements qu'on a dû faire en tant qu'entreprise, on a rapidement réalisé que la pandémie, ça venait amplifier les inégalités, donc que les besoins des populations vulnérables étaient amplifiés et que plusieurs de nos clients aussi étaient en difficulté. Donc, on s'est rapidement mobilisé à l'interne. On a mis en place des ressources pour dire comment est-ce qu'on pourrait vraiment aider concrètement nos clients et la communauté. Donc, les restaurateurs, nos clients, on sait qu'ils ont particulièrement été affectés par la crise. Et pour les aider, bien, on a mis en place justement une initiative. Vous voyez là, on les avait classés là, en 4 catégories. Mais sans entrer trop dans les détails, je vous ferai juste mention de la campagne de soutien des cuisines solidaires qui était faite vraiment pour aider nos restaurateurs qui sont pour la plupart des clients. On a donc mobilisé les hommes et les femmes d'Énergir. C'était au-delà d'une campagne de dons corporatifs, parce qu'évidemment qu'Énergir, au début de la pandémie, on a fait des dons d'urgence à des grandes fondations. Puis à des fonds d'urgence qui ont été mis en place. Mais cette campagne-là, ce qu'elle avait de particulier, c'était vraiment les employés d'Énergir qui ont été sollicités pour faire des dons, de même que notre syndicat, nos filiales. Donc, toute notre grande famille s'est mise ensemble pour les aider. Puis pour ceux qui connaissent peut-être moins le programme des cuisines solidaires, c'était une initiative de la Tablée des chefs qui permettait aux restaurateurs donc, qui étaient fermés de pouvoir retourner dans leur cuisine et avec des dons de denrées qui provenaient de différentes entreprises, préparer des mets et des plats qui étaient remis aux banques alimentaires. Donc, ce programme-là continue toujours, mais ça permettait donc de les rémunérer puis en même temps de faire un bon coup pour la société. Il y a plein d'autres initiatives qu'on a mis en place là, dans ce cadre-là, mais ce qui était nouveau ici, c'était le changement d'approche, de dire vraiment, on se place dans la peau de nos clients et la communauté, puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les aider au-delà de notre relation traditionnelle d'affaires. Ce qui m'amène donc à ma conclusion. Comment donc les entreprises peuvent-elles participer à la relance de nos communautés? C'est sûr qu'il y a le soutien financier, puis on a des dons, on a des commandites, puis ça a été bien illustré avec la présentation de Desjardins. Ça a un impact important parce qu'il y a des besoins, puis les besoins sont grands. Mais il y a plus que ça, puis c'est un peu vers là que je vous amène dans ma conclusion. Le premier élément, je pense, qui est central à ça, c'est la création de valeur partagée. C'est de dire qu'on va mettre à profit notre expertise et nos objectifs d'affaires au profit des besoins sociaux. En fait, on peut le dire autrement aussi, c'est dans le fond ajouter la considération des besoins de la communauté dans l'atteinte de nos objectifs d'affaires. Puis là, on voit clairement là, la notion de proximité, de collaboration et d'innovation que j'ai parlé tantôt. L'idée, c'est de travailler ensemble, puis que ce soit gagnant pour tout le monde. Deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle la transition juste. On est à la fin, on l'espère, ou du moins dans quelques mois de cette période particulière de pandémie. Donc, on va entrer dans une période de relance. La relance devra être verte, solidaire et prospère. C'est vraiment l'idée là qu'il y avait une crise climatique qui est toujours présente. Maintenant, il y a la crise sanitaire qui a amené une crise sociale, on peut même dire socio-économique, dans laquelle on se trouve présentement. Donc, il faut garder le filtre des principes du développement durable, en quelque sorte, l'économie, le social et l'environnemental, pour s'assurer que la relance soit durable.
Donc, c'est d'intégrer la lutte au changement climatique également dans tous nos projets sociaux. Et finalement, je dirais qu'un des éléments importants, c'est aussi la notion que nous, on a nommée expérience communauté. C'est inspiré des concepts d'expérience client, expérience employée, expérience usagée, là, que peut-être en urbanisme, vous êtes plus familier avec. C'est l'idée de, normalement, évaluer les interactions qu'on a entre nos clients ou nos employés là, dans les notions d'expérience client et employé plus traditionnelles. Mais ici, avec la COVID, on s'est rendu compte que ça peut aller plus loin. Puis c'est de se préoccuper de ce que nos clients et la communauté vivent tout court. Donc, c'est comme ça qu'on aide les clients et la communauté véritablement. Donc, c'est comme ça qu'on a mis également sur pied les initiatives pour la relance. Donc, ce n'est pas juste d'améliorer les interactions traditionnelles, mais c'est d'aller un pas plus loin. Puis, j'ai aimé, Maxime, quand tu as mentionné le business to territory, B2T, que j'avais jamais entendu. Ben, c'est un peu ça aussi, c'est de se mettre dans une posture mentale où on veut s'assurer d'être en adéquation avec les besoins de la communauté. Alors voilà, ça termine ce que moi je voulais vous présenter, puis j'imagine que là, ça nous amène à la période d'échange et de questions. Oui, absolument. Merci beaucoup, Maryse, puis merci beaucoup à vous trois. Donc maintenant, je vais ouvrir la période de questions-réponses. Donc, si vous voulez que j'ouvre votre micro, ben, faites-moi signe. Sinon, vous pouvez m'envoyer vos questions sur le chat. Puis, ben, en fait, moi, j'aurais une question tout de suite. Maryse, je rebondirai sur l'expérience communauté dont tu viens de parler. Parce que généralement, quand on parle des entreprises qui s'impliquent dans l'espace public, puis cette question est ouverte à vous trois, là. Quand on parle des entreprises qui s'impliquent dans l'espace public, souvent, nous, en tant qu'organisme, on doit fournir comme une mesure d'impact, mais c'est souvent des impacts comme quel sera l'achalandage, comme un impact traditionnel, événementiel. Puis, vous en êtes où par rapport à ces impacts que vous demandez aux communautés quand vous vous impliquez? Est-ce que c'est différent de l'événementiel? Comment vous voyez ça? La mesure dans l'impact social, ça reste le nerf de la guerre. C'est vraiment difficile de pouvoir aller chercher des indicateurs qui sont qui reflètent concrètement l'impact de nos investissements. Si je prends par exemple la persévérance scolaire, comment est-ce que je pourrais savoir l'impact de Ruelle de l'avenir, par exemple, sur le taux de décrochage scolaire de notre quartier? C'est vraiment difficile. Puis, on est nous-mêmes à explorer des façons de mesurer notre impact social. À Ruelle, on a fait une étude qui nous a permis de suivre des jeunes puis de vraiment être en mesure de voir que ceux qui sont passés là, bien, quand ils sont arrivés au secondaire, il y avait des meilleures notes là, dans certaines classes ou de comparer des classes qui sont allées avec des classes qui ne sont pas allées. Mais j'ai pas de réponse parfaite par rapport à ça parce qu'on est en train nous-mêmes de travailler nos outils de mesure à ce niveau-là. Bien, je crois que si je peux prendre la parole, en fait, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK, excusez. En fait, ce qui est important aussi, c'est de démontrer la mobilisation avec le milieu. C'est quoi les statistiques? Qu'est-ce qui a été démontré au niveau des besoins? Qu'est-ce qui est présent pour dire oui, il va avoir un impact, mais on a réellement un besoin qui est à combler. Donc, je pense que ça va au-delà de juste nombre de personnes atteintes ou qui l'a vu ou qui est venu ou c'est de dire, bon, ben, à la base, le projet, il y avait une mobilisation, il y avait des preuves qu'il y avait un besoin. Donc, je pense que c'est ça qui est aussi important à la base. OK, merci beaucoup. On a eu une question de Charlotte Badin, agente de développement culturel à la Ville de Montréal, qui demandait, en fait, c'est à quel moment l'idéal pour vous approcher, vous, les entreprises, pour vous demander de l'aide, finalement? Ben, pour nous, ça se fait en continu. Je sais que pour d'autres, il y a des moments très précis dans l'année où est-ce qu'il y a des comités qui se réunissent pour évaluer les demandes de partenariat qui sont reçues. Donc, la réponse, je dirais plus que ça dépend. Puis, les informations se trouvent là, pour la plupart dans les sections dons et commandites ou partenariat des sites web des entreprises.
Ah, tu es Ah sur bon. Maxime, voilà. J'ajouterais aussi, n'importe quand, on peut débuter des approches, mais à quel moment dans le stade de réflexion, je veux dire, Ah, la communauté a un besoin, puis quel moment est-ce qu'il faut que ce soit un projet fini avec un plan d'affaires, il faut qu'il y ait des partenaires financiers? ben, je pourrais répondre pour Énergir. On aime être impliqué dès le début. Dans les exemples que j'ai mentionnés, on faisait partie des discussions initiales. Donc, on sait que ça prend du temps, là, parfois, d'arriver à une version finale, mais on aime pouvoir être partie prenante des projets, puis même, comme je disais, mettre à profit notre expertise aussi quand on le peut. Donc, pour nous, ça serait dès les débuts. De notre côté, si je peux me permettre, on reçoit énormément de demandes de projets. Donc, c'est sûr que d'être investi dans chacun d'eux à partir du début, ça devient extrêmement difficile. Puis, ça demanderait énormément de bras pour le faire. C'est sûr que nous, on reste en soutien au niveau de l'orientation du projet, comment il doit être présenté, tout ça. Mais il est important, lorsque vous présentez, mettons, un projet au FADM, c'est de dire, bon, ben c'est qui nos partenaires? Est-ce qu'on a un budget établi? Est-ce qu'on a vraiment... on ne part pas de zéro, là, dans le sens que le projet il est vraiment bien tablé. Puis nous aussi, c'est en continu, en fait, tout au long de l'année. Il n'y a pas de moment spécifique. Là. Il y a peut-être juste un délai, comme je disais, d'analyse qui peut être un peu plus long. Des fois, ça peut être long, la mise en marche du projet comme tel. Mais au moment où c'est accepté, puis qu'on décide de s'engager, puis on offre un soutien financier, ben c'est vraiment en continu au courant de l'année. Sinon, il y a des appels de projets qui sont faits aussi. Là, on en a fait un premier en 2019, mais il risque d'en avoir un aussi peut-être début 2022. Puis ça, souvent, c'est sur des secteurs spécifiques d'investissement, dans le fond. Donc, ça va être... mais souvent, on le publicise puis on le met de l'avant. Donc, les communautés vont être au courant là, s'il y a un appel de projet ou des montants qui sont débloqués pour soutenir des projets spécifiques. Oui, merci. Marie, je voulais rebondir sur l'implication dans le Edible Schoolyard. Est-ce que vous avez commencé avec un investissement financier? Vous avez été plus à les accompagner avec du bénévolat, puis vous les aider avec leur modèle d'affaires, puis les accompagner en manpower, si on peut C'était se un peu permettre? tout ça, ouais, c'était un peu tout ça en même temps parce que l'histoire, c'est vraiment celle que j'ai racontée. Là. Initialement, un organisme qui nous approchait, qui s'appelait Projet 80 à l'époque, qui voulait avoir un don de notre part. Puis on s'est dit, bon, mais attends un peu, là, plutôt que de juste vous donner de l'argent pour que vous rénoviez vos locaux, assoyons-nous ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir une incidence sur la persévérance scolaire dans le quartier. Puis on est allé chercher la commission scolaire. Donc, à 3, on a fait un plan ensemble. Puis c'est sûr qu'il y avait un apport financier de notre part, mais on a aussi mis à profit notre réseau pour aller chercher d'autres partenaires. On a, nous, un réseau de partenaires certifiés en gaz naturel qui sont des plombiers, dans le fond, qui travaillent avec nous. On les a mobilisés pour que dans la réfection puis dans les travaux à effectuer, bien, ils fassent eux aussi là, leur part en offrant une partie des services. Donc, c'était tout à la fois. Mm. Puis il y a quelqu'un qui a partagé dans le chat un nouveau programme. En effet, nous aussi, on en a entendu parler. Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, c'est un programme qui a l'air fort intéressant. On vous invite à aller visiter le site web. C'est Christine, je ne peux pas voir. Ah oui, Christine Kerrigan qui a partagé le lien dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On avait aussi peut-être une dernière question. C'est peut-être plus Maxime des trucs et astuces, parce qu'on ne peut pas parler à la place de la ville de Montréal, mais c'est Michael Bardier, association Centre-Ville La Chine, qui nous pose la question: comment accélérer le processus d'approbation à la ville de Montréal? As-tu des trucs et astuces?
C'est dur d'accélérer. Je veux dire, je pense que des dossiers sont... Avec la COVID, je n'ai pas la bonne réponse parce que beaucoup de gens sont en télétravail. La vitesse de travail d'approbation n'est pas plus vite. Une implication dans un projet peut être accélérée dans la mesure où le financement est attaché, les partenaires sont là, les élus sont favorables à la démarche. Moi, j'encouragerais à parler aux élus parce qu'il y a deux vitesses. Il y a la vitesse des fonctionnaires, il y a les vitesses des élus. Et quand les deux travaillent main dans la main, ça va beaucoup plus vite. Merci. Puis, une toute dernière question pour Maryse et toi, Roxane. C'est quoi le meilleur moyen pour un petit peu pour rebondir sur la question de Michael, comme pour accéder au bon formulaire ou pour parler à la bonne personne chez Desjardins Énergir? Est-ce que le plus simple, c'est d'aller sur votre site web ou alors c'est de trouver la bonne personne? Qu'est-ce que vous conseillez pour qu'on puisse faire avancer les choses finalement? Veux-tu y aller, Roxane? Ben oui, certainement. En fait, ça dépend, l'organisme est membre où. Donc, c'est la première étape. L'organisme est membre à quelle caisse, dans le code des jardins, je veux dire. Là. À ce moment-là, il faut s'adresser, il faut aller sur le site, c'est sûr, le site Internet, dans l'onglet « Engagement dans la communauté ». Les microsites des caisses sont tous faits de la même façon. Donc, dans l'engagement dans la communauté, vous avez habituellement, vous retrouvez le formulaire à cet endroit-là. Il y a tous les détails au niveau de la politique d'investissement habituellement et tout le détail des secteurs d'investissement aussi. Si vous avez besoin de renseignements, souvent dans le formulaire, nous, on a une personne référence, mais dans le cas de notre caisse, là, je peux être la personne ressource au niveau de la Caisse des Jardins du Cœur de l'Île. Il y a plusieurs autres ressources d'autres personnes qui font exactement le même rôle que moi dans chacune des caisses au niveau des communications et vie associative. Donc, c'est les personnes que vous devez rechercher si vous avez besoin de conseils, besoin d'orientation pour vos demandes. On est les personnes clés là, au niveau des caisses. Pour Énergir, ça doit passer par le formulaire de demande en ligne à notre adresse énergir.com/don, D-O-N-S. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour l'analyse des dossiers. Il y a des délais d'analyse, il ne faut pas se le cacher, nous aussi, on en reçoit beaucoup, mais on répond à tout le monde. Puis, de remplir le formulaire, ça nous aide justement avec certaines statistiques puis la mesure de certaines informations par rapport à notre soutien dans les communautés. Donc, c'est pour ça que c'est très important de passer par là dans un premier temps. Puis après ça, on prend contact avec vous en fonction de notre analyse du projet. Merci beaucoup. C'est ça qui va clore notre webinaire aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit en tout début, vous pouvez les envoyer par courriel à mon adresse qui est dans votre lien Eventbrite. Et ce webinaire sera aussi partagé sur nos réseaux sociaux et notre site web. Donc, si vous voulez le revisionner, vous pourrez à tout moment le revoir. Merci beaucoup Roxane, merci beaucoup Maryse, merci beaucoup Maxime. Puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.